Preview. 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 PXW FS5. C'est une nouveauté Sony très attendue et je vous propose de la découvrir aujourd'hui sans vous déplacer. Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus par tous les temps et en tout lieu au service de vos plus belles images. Suivez-moi donc à Puteaux, au siège de Sony France, pour découvrir avec Anna Doblé toutes les subtilités de cette caméra, de cette nouvelle petite caméra à grand capteur. Allez, c'est parti, suivez-moi, on y va. Je vais vous parler en détail sur PXW FS5. Donc, comme j'ai déjà dit, le produit il est tout nouveau. Il rentre dans les gammes grand capteur. Et c'est un produit, très souvent, on a une question, qu'est-ce que ça veut dire PMW, FS? Donc là, on va vous déchiffrer ça. P, c'est palme, camcorder, donc camcorder qu'on peut tenir à la main. X, parce que nous avons le codec XAVC, c'est un nouveau codec qu'on met sur le marché pour pouvoir monter et opérer et avoir les meilleures qualités d'image avec un poids des fichiers acceptable par tous les logiciels de montage, mais avec les débits supérieurs qui peuvent aller jusqu'à 600 mégabits, etc., etc. Donc ça, on va voir tout à l'heure. Donc le codec XAVC. W comme writer, parce que c'est pas une caméra, c'est une caméscope, donc on peut enregistrer en interne en 4K, en HD. Et FS comme film style et 5, parce que c'est la petite sœur de la FS7 qui est déjà sur le marché. Donc comme ça, vous comprenez le nom de ce caméscope. Alors, à qui on destine cet appareil? Tout d'abord, pour les gens qui souhaitent avoir les faibles profondeurs de champ avec le joli effet de bokeh, parce que c'est un capteur très sensible, c'est exactement le même capteur que FS7, donc c'est la même pièce de capteur. Vous avez les plages de dynamique de 14 stop. Vous avez les possibilités de faire super slow motion. Donc on oriente sur les marchés, pourquoi pas mariage haut de gamme, pourquoi pas événementiel, également les gens qui travaillent avec les appareils photo mais qui ont besoin de vidéo également de grande qualité, les créateurs online, donc tous les gens qui produisent les documentaires web, pourquoi pas le tournage des événementiels en direct, etc. etc. C'est une caméra qui est très ergonomiquement très modulable, donc on peut le mettre sur les drones, on peut le mettre sur les rigs, on peut le mettre, vous pourrez voir déjà sur internet certaines images, certains tests avec les différents appareil de Steadicam, etc. etc. Le caméscope, il pèse 800 grammes, très léger, donc du coup on peut le monter en air, on peut vraiment l'opérer de manière différente, très flexible. Alors, qu'est-ce qui fait de FS5 un produit si spécial? La première chose, l'ergonomie, très modulable, capteur, grand capteur, sensible. Les filtres ND électroniques, on va voir tout à l'heure cette fonction qui va vous permettre de changer en dégradé en gardant faible profondeur de champ, qui est très important. Vous allez voir les super slow motion, etc., etc., etc. Donc on va regarder vraiment chaque point en détail. On voulait créer un produit qui va prendre les meilleurs des autres caméras déjà présentes sur le marché. Par exemple, nous avons fait certaines technologies comme ImageShow, la connexion que vous allez voir avec le récepteur Sony qui est alimenté. Ça, c'est ImageShow qui est apparu d'abord dans les caméras grand public. Après, par exemple, vous avez le face tracking, la possibilité de suivre un visage et le garder net, ça existe. Et donc l'ergonomie. On va commencer par ce point-là. Vous pourrez voir que le caméscope il a une poignée rotative avec 8 crans. Donc cette poignée-là, il va piloter complètement toutes les fonctions de caméscope. Pourquoi? Parce que vous avez tout d'abord les boutons assignables.
Vous avez également le levier de zoom qui va vous permettre de mettre le zoom en cerveau et faire les zooms très progressifs. Vous avez aussi les fonctions comme bien sûr déclenchement d'oreille, mais aussi ici le joystick qui va vous permettre pas uniquement piloter les menus, donc quand on est dans le menu, on va à droite, à gauche, etc. pour choisir les fonctions, mais également avoir accès au menu direct. Ça veut dire quoi? Sur notre viseur, sur notre écran, vous avez certaines fonctions qui sont tout de suite visibles sur l'écran LCD. Ça va nous permettre, par exemple, de changer les valeurs de shooter sans passer par le menu. Ça veut dire quoi? J'active le direct menu et là, avec ce joystick, je peux le piloter. Pour ceux qui connaissent, nous avons exactement les mêmes fonctionnalités sur PXW X200, par exemple. C'est un télescope qui était choisi par France Télévisions. Donc c'est quelque chose qui déjà existe sur le marché et c'est quelque chose qui est déjà applicable dans le monde broadcast et ça va nous permettre d'accéder très vite aux certaines fonctions, par exemple le changement de picture profile. On n'a pas besoin d'appuyer sur les boutons pour changer, passer de picture profile 1, de picture profile 2. Vous pouvez le faire directement par le joystick. Je vous conseille, quand vous avez les caméras entre les mains, de regarder ce passage direct menu. Une chose qui était... donc, les dernières fois, quand moi, perso, j'ai vu les caméras, c'était pas dans les WC. Donc, j'avais beaucoup de gens qui me posaient des questions. FS7, elle a une poignée, donc rotative également, mais vous avez également la petite rallonge qui va me permettre de tenir dessus. Cette rallonge-là est compatible avec la FS5, mais il n'est pas livré en package standard. Donc ça, pour savoir les différences. Comme vous pourrez voir ici, les possibilités de le mettre dans un positionnement différent pour avoir le tournage le plus confortable possible. Vous avez également la modification au niveau d'ergonomie de l'écran. C'est un écran LCD qui peut être positionné de plusieurs façons. Vous pourrez voir, on peut avoir les côtés latéraux, on peut le mettre d'un côté standard, mais également le tourner, pourquoi pas, un peu plus proche, mais également changer le positionnement de votre écran et le mettre en arrière. Vous avez les deux attaches qui sont là. On peut le mettre à gauche ou à droite. Donc c'est vraiment rapprocher notre écran. Ça, cette partie-là, il s'enlève. On peut le mettre, vraiment le déporter de caméra s'il faut. Et c'est un écran détachable. Ça veut dire quoi? Pendant quand je transporte mon caméscope, je peux vraiment protéger mon écran, de le mettre à part. Il n'est pas fixé au caméscope. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Autre chose aussi, donc l'écran, c'est technologie LCD. Par contre, nous avons le viseur qui est là. Et ça, c'est le viseur OLED. Ça, c'est très important parce que le viseur OLED que vous voyez ici, il peut fonctionner en même temps que l'écran. Attention, quand vous le réceptionnez le caméscope, c'est une fonction qu'il faut activer dans le menu parce qu'au début, il est désactivé pour économiser la batterie. Alors, vous pourrez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'accessoires qui commencent à être créés, qui existent déjà sur le marché et qu'on peut adopter sur FS5. Ils ont été créés pour FS7, mais comme la rosette est exactement la même, vous pourrez également l'utiliser avec la FS5. Donc vous pourrez voir différents accessoires qui existent déjà sur le marché. De toute façon, c'est livré avec la poignée. La poignée, elle est livrée avec la FS5. Alors, les poignées rotatifs, il est livré avec. Oui. Ça, c'est livré avec FS7. Ah, pas avec les poignées, il est dedans, mais pas ça. Ça, on l'a pas avec la FS5. Non. D'accord. C'est pour ça que... Alors, une chose très importante, système de refroidissement, je m'arrête dessus parce que c'est quand même un caméscope qui enregistre en 4K à l'interne, processus qui est quand même assez conséquent. Donc les caméras elles chauffent et c'est pour ça que je voulais vous parler, expliquer. Donc on a 3 points dans les caméras qui peuvent chauffer, donc les batteries, les circuits et le capteur. Donc tout ça, toute cette partie-là, évacuation, les grilles d'aération, ils sont, comme vous pourrez voir au niveau de ce schéma, nous avons un système de refroidissement très performant qui est intégré
et qui va nous permettre, donc au niveau de positionnement, il n'est pas à côté du micro interne, ce qui va nous permettre de ne pas avoir un petit bruit très agréable quand la caméra va chauffer. Donc ça, quelque chose qu'il faut savoir, que c'est séparé de parties. Alors, les capteurs exactement les mêmes que la FS7. Nous avons les dynamiques de 14, nous avons au niveau de sensibilité native à 3200 ISO, c'est bien performant, c'est quelque chose qu'on est très fiers d'avoir cette sensibilité pour les grands capteurs. Ce qui va nous permettre de réaliser des très belles ralentis à 240 images par seconde, donc c'est 10 fois les ralentis quand même. Nous avons également la possibilité de faire plus par rapport on peut aller jusqu'au 960, mais là par contre on n'est pas au niveau de résolution, on change, on va les voir tout à l'heure. Excusez-moi, c'est la sensibilité nominale ça, 3200. C'est nominal. Alors que c'est 2000 sur la FS5. C'est pas 2000 sur F5 pardon. F5 c'est 2000 et oui. F55 1200. C'est ça exactement. Et là on est à ça, 3200. C'est énorme. Grosse sensibilité. Hein. Oui, c'est une très grosse sensibilité. Ouais. C'est pour ça qu'on parle aussi également de la possibilité de faire par exemple, le super slow motion. On a également la possibilité on a intégré dedans les deux gamma S-Log. Donc vous avez S-Log 2 et S-Log 3, ce qui est quand même pareil, un champ chronométrique qui change. Vous avez aussi la résolution ainsi que j'indique, donc vous avez le capteur 4K avec c'est un vrai capteur 16/9. Pour ceux qui veulent, vous pourrez détacher l'objectif, vous voyez directement la pièce de capteur comment elle est, très jolie. Pourquoi il y a plus de pixels, il y a 11 millions de pixels immaculés qui sont utilisés? En fait, il y a c'est les résolutions de capteurs. Après, au niveau d'utilisation des effectives, on utilise pas, on utilise on utilise totalité de capteurs, mais pas la totalité des pixels. Il n'est pas envisagé d'utiliser. Dans toutes les caméras, c'est la même chose. Hein. D'accord. Il n'est pas envisagé, par exemple, d'utiliser ça pour une stabilisation électronique dans des futurs firmware ou c'est pas du tout pensé? Vous avez certaines utilisations. Par exemple, on a une fonction que vous connaissez peut-être, Clear Image Zoom, c'est quand on reproduit les pixels qui sont autour des images qui existent déjà, quand on augmente les qualités de zoom. Et donc, c'est dans ces cas-là que ces pixels peuvent être utilisés. Après, vraiment, c'est à chaque caméra, c'est pareil. On donne la résolution totale de capteur et après, combien de pixels on a. D'accord. Et le dynamic range de 14 stop, c'est en S-Log. Si on est en mode normal, dans des luttes normales, vous avez une idée? On donne cette valeur. On donne cette valeur sur. Alors, vous pourrez voir ici les courbes qui existent. Donc, comme il y a les latitudes, latitude en français. Latitude, ouais. Donc, latitude qui est assez large. Donc, nous avons la possibilité d'utiliser les courbes gamma et S-Log 2 et S-Log 3 qui peuvent être appliquées. Je vous conseille de voir certaines reviews qui expliquent à quoi ça sert les S-Log 2, S-Log 3, comment il faut l'utiliser, etc. Quand vous avez par exemple les situations, comme aujourd'hui on a la chance, nous avons le ciel bien gris, donc on a beaucoup de nuages, donc si vous décidez de filmer les nuages, par exemple les contre-jours ou les pointes très lumineuses, les gamma S-Log vont nous permettre d'avoir les images, de récupérer les informations dans les images, par exemple en très explication très ludique, S-Log 3 plutôt on récupère les informations dans les basses lumières, S-Log 2 plutôt les informations dans les hautes lumières. En gros, bon, bien sûr c'est pas si simple que ça, mais c'est quelque chose qui peut déjà, et ça va nous permettre d'avoir moins de bruit dans les images également.
une petite conseil, on va, avant d'utiliser S-Log 2 ou S-Log 3, il faut vraiment comprendre la fonctionnalité parce que c'est quelque chose qui est très important pour la post-production, mais il faut vraiment être conscient pourquoi on utilise telle courbe ou une autre pour tout le film, c'est quelque chose qui est important à savoir. Et, oui. Excuse-moi, au niveau de la visualisation, j'ai cru comprendre dans les menus qu'il y a un outil pour regarder l'image, même si on enregistre en S-Log, de regarder l'image avec une lutte, c'est ça? Parce que j'ai vu S-Log tout Rec 709. Oui, on a la possibilité d'afficher les images contrastées, exactement. Et ça même sous les sorties SDI et HDMI, est-ce que ça sera... Bonne question, je ne peux pas vous dire tout de suite. Il faut que je regarde, je vais regarder tout à l'heure, je vais vous répondre plus tard. C'est une bonne question. Je vais la noter. Donc c'est S-Log en sortie SDI. oui, surtout SDI, je pense. Je vais voir. Alors, donc là vous pourrez voir ici une petite représentation graphique de l'espace de couleurs. Donc en rouge, nous sommes en S-Log 3 et en jaune, c'est les S-Log S-Log 2, c'est ça. Donc là, vous voyez qu'on a beaucoup plus d'informations qu'on peut capter. Une chose qui est très importante également, c'est les positionnements de capteurs. Les capteurs, elle est très proche de sortie optique, donc du coup, donc le capteur, elle est très proche de positionnement d'optique. Ça va nous permettre d'utiliser d'autres optiques et utiliser également les adaptateurs pour, pourquoi pas, utiliser une autre objectif que vous avez sur le marché d'autres constructeurs que Sony. Vous avez plusieurs marques qui existent, les adaptateurs de plusieurs marques. Parfois c'est automatisé, parfois non. Par exemple chez Sony, nous avons la possibilité pas uniquement d'utiliser les optiques de monture E, mais également de monture A. Donc tous nos objectifs alpha sont compatibles et vous avez l'adaptateur LA-EA4 qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'automatisme avec les objectifs Sony. Donc je vais vous conseiller de regarder cette petite brochure qu'on a, il est bien sûr sur notre site internet, mais au cas où vous avez ça sur le siège, l'avantage c'est qu'on décrit les optiques qui existent, on a les courbes de réponse de chaque optique, de l'ouverture et toute l'explication et surtout le tableau que personnellement j'aime bien, ça va nous montrer directement pour quel capteur quelle optique est. C'est très simple tout de suite à repérer les ouvertures, etc. Donc dans cette petite brochure, vous avez toute l'information qui peut être intéressante. Alors, vous avez une nouvelle technologie de filtre neutre qui est intégrée dans cette caméra. C'est une technologie qu'on utilise déjà sur les caméras qui s'appelle PXWX180. Donc c'est une caméra qui est déjà sur le marché. On a également la petite sœur PXWX160 qui a également le filtre neutre variable. Qu'est-ce que ça donne? Vous avez ici les petites mallettes qui on va passer de preset vers variable. Donc on glisse ça ici. Après, on peut piloter ou iris ou le filtre neutre. Donc on passe vers le filtre neutre. Et là, on peut aller de 1/4 jusqu'à 1/128. Tout en douceur, tout progressivement. Donc on a deux avantages. Le premier, c'est qu'on n'a pas le changement brusque. Comme par exemple, vous suivez quelqu'un qui passe d'une éclairage à l'autre, mais également l'avantage, et c'est sur cette image-là, et ça représente très bien, l'avantage de filtre neutre, c'est qu'on n'a pas besoin de fermer iris, et comme on ne ferme pas iris, on garde faible profondeur de champ. Du coup, en utilisant le filtre neutre, nous pouvons réduire les quantités de lumière, mais de l'autre côté, garder la faible profondeur de champ, parce qu'on ne ferme pas iris. Et ça, c'est quelque chose de novateur. Ça existe sur cette caméra-là. Ça va nous permettre de garder l'image de qualité avec les bokeh importants
et de l'autre côté avoir les éclairages, donc les lumières qui est quand même assez difficile parfois à gérer. Donc ça, c'est une nouveauté dans cette caméra. Autre point très important, c'est les ralentis. On ne va pas parler d'accélérer parce que c'est quelque chose qui est assez connu et ça ne demande pas trop d'explications. Par contre, sur les ralentis, nous avons la possibilité de faire différents types de ralentis avec cette caméra. Vu que le capteur est très sensible, vu que vous avez le processeur qui est quand même assez puissant, nous pouvons faire les ralentis à 240 images par seconde. Et donc du coup, ça nous fait en 24p, nous avons les ralentis de 10 fois. Attention, c'est les ralentis, vous avez les buffers de 8 secondes. Après, nous pouvons passer à 120 images. Et là, nous sommes avec les buffers de 16 secondes. Les deux autres ralentis qui sont représentés ici, donc en 24p également, mais c'est 480 et 960 images. Ces ralentis-là, on va plutôt l'utiliser pour les usages scientifiques, entre guillemets, quand vous avez besoin de décortiquer, par exemple, le mouvement dans certaines sociétés sportives qui ont besoin de vraiment récupérer voir les ralentis ou par exemple les tests d'automobile, etc. Nous avons besoin, là ce n'est pas les qualités d'image qui va compter, ce sera vraiment les détails, l'information dans cette image-là. Et donc quand nous sommes à 960 images, nous avons 40 fois les ralentis, on peut vraiment voir par exemple les décompositions, je ne sais pas, d'une structure, comment ça se passe, etc. Donc, on n'utilise pas, comme vous pourrez voir ici, dans ces deux cas-là, on n'utilise pas toutes les lignes de capteurs. On a 216 ou 432 lignes qui sont utilisées dans les deux cas. Donc, on n'utilise pas tout. Et on peut commencer par début d'action, milieu d'action ou la fin d'action. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il y a un buffer de 8 secondes? C'est-à-dire qu'au moment où on enclenche, on peut enregistrer que 8 secondes? Exactement. Par contre, si vous avez besoin d'avoir les ralentis en continu, là vous passez sur FS7 et là c'est à 180 images et il n'y a pas aucun buffer. Un point qui est très intéressant, qui existait déjà sur plusieurs caméras, mais qui maintenant on a intégré sur la FS5, c'est l'enregistrement indépendant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons deux cartes SD. Attention, quand on utilise l'enregistrement en 4K ou en XAVC, il faut utiliser les cartes SDXC. D'ailleurs, ça écrit à côté des slots des deux cartes, vous avez une petite marque qui écrit SDXC. Donc ça, c'est les cartes qu'on nous propose d'utiliser. Nous avons donc deux slots pour les cartes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour ceux qui veulent vraiment garder leur image, nous avons la possibilité d'enregistrer en simultané sur les deux cartes. Nous avons également la possibilité, si c'est des conférences qui durent, des interviews qu'il ne faut surtout pas arrêter, nous avons la possibilité d'enclencher les relais recording. Donc l'enregistrement en relais, c'est quand la carte A elle est pleine, la carte B il prend le relais et après on enlève la carte A, on le vide et on remet encore. Donc c'est vraiment un enregistrement en relais. Et aussi, nous pouvons faire un enregistrement indépendant. Ça veut dire quoi? Vous, sur la carte A, c'est les boutons REC sur le poignet. Le carte B, c'est le bouton REC sur le grip. Et ça veut dire quoi? Par exemple, je suis à je peux tourner tous les interviews avec le bouton REC à droite sur la carte A. Et tous les beauty, les plans de coupe, je appuie sur le autre bouton REC et je les mets sur la carte B. Donc du coup, mon monteur ou ma monteuse, elle est contente. Elle a déjà des recherches, près de recherche, je l'ai fait. Et surtout, si monteuse, c'est moi, ah ben c'est encore mieux. Vous avez deux cartes séparées. Vous savez, l'interview, c'est à part. Les beauty, c'est de l'autre côté. Imaginons le mariage, c'est pareil. Les mariés sont par là et tous les invités, c'est sur une autre carte, etc., etc. Et du coup, ça va vous permettre de réduire le temps de montage considérablement.
et on peut les assigner, donc les cartes A et les cartes B. Attention, on filme la même résolution, le même codec sur les deux cartes. On ne peut pas sur la carte A mettre XAVC et sur la carte B AVC HD. Non, on est toujours sur les mêmes, dans les mêmes codecs. Qu'est-ce qu'un enregistre conformat? Et ça, c'est un point assez intéressant parce que là, on va voir vraiment la différence entre FS5 et FS7. FS5, au niveau de choix de codec, il est un tout petit peu moins important que la FS7. Nous avons la possibilité d'enregistrer à notre nouveau codec XAVC. Donc d'ailleurs, si vous voulez comprendre tous les voyages de codec XAVC, vous pouvez aller sur notre site, c'est très simple, c'est pro.sony.eu/XAVC et là il y a toute une explication de codec, on a une petite vidéo avec le mammouth qui vous explique c'est quoi le codec XAVC, pourquoi on l'a inventé, etc., etc. Donc en général, nous avons deux grandes raisons. Le premier, c'est pour augmenter les qualités de l'image, pour permettre un enregistrement à high frame rate. Donc, et le deuxième point, c'est permettre de faciliter également les montages et garder les poids de fichiers un tout petit peu plus raisonnables qu'avec les codecs MPEG 2. Oui. Ces codecs-là, elles sont définies ou peut-être que dans des futurs firmware, il peut y avoir plus de choix? Pour le moment, ce sont des codecs qui sont définis. On n'a pas prévu aucune upgrade au niveau de codec. On aura déjà, nous avons le choix entre donc Full HD, nous avons 4K, il y a le CHD, donc on a quand même pas mal de degrés de choix différents. Après, si vous avez besoin de plus de codec, FS7. La FS7, il y aura vraiment de tout. Donc pour expliquer, là vous voyez, ça, on enregistre en 4K, donc Quad Full HD. Attention, nous sommes à 16 neuvième, c'est pas 17 neuvième. Ça, c'est quelque chose à préciser par rapport au 4K. Autre point très important, nous sommes en 4.2.0 à 8 bits. Tandis que quand nous sommes avec la FS7, nous sommes en 4.2.2. Et ça, c'est point important par rapport à la qualité d'image. Quand nous sommes à XAVC, nous sommes à XAVC-L, donc XAVC long up. Nous n'avons pas de possibilité d'enregistrer intra sur la FS5. C'est uniquement la FS7 qui va enregistrer intra. Et autre point important, c'est quand nous sommes en AVC HD, nous sommes en 4.2.0 à 8 bits. Tandis que la FS7, il peut être en MPEG 2, en 4.2.2 à 50 mégabits. Donc ça, c'est les grandes différences au niveau de codec. Donc au niveau d'encapsulation, nous sommes en MX7, donc le format très populaire et très, on ne dit pas très compatible, mais bien compatible avec tous les logiciels de montage, les serveurs, etc. Et ça, c'est... Nous pouvons également faire 50p, nous pouvons faire 25p, donc on a vraiment une grande latitude. Attention, encore une fois, quand nous sommes par exemple en 4K, on est limité à 25p, c'est pas comme le cas de FS7, on peut aller plus. Donc ça, à savoir. Alors, nous avons deux sorties, nous avons SDI qui est en HD, en 4.2.2 en 10 bits et nous avons HDMI, la sortie HDMI qui est elle en 4.2.2 mais à 8 bits. Attention, ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Sur la FS7, vous avez deux sorties SDI. Il n'y a pas qu'une seule. Vous avez, comme vous pourrez voir ici, oui. J'ai lu quelque part dans des présentations, dans des forums, etc., qu'apparemment il serait prévu que sur la sortie SDI pourrait y avoir du 4K. Alors, j'explique. On a au niveau de sortie, nous pouvons, comme vous pourrez voir, donc avoir le 4K sur HDMI. Par contre, attention, je pense que ce que vous parlez au niveau de forum, c'est au niveau de sortie RAW. Oui. Et là, le sortie RAW, pour le moment, on a prévu le faire. On pense le faire sur FS5. Mais pour le moment, il n'y a aucune précision technologique. Comment on va le faire? Est-ce que ce sera par SDI? Est-ce que ce sera par HDMI? On a prévu d'avoir les sorties RAW sur cette caméra-là. Pour le moment, comment? On ne peut pas annoncer. On n'a pas encore l'information dessus. Donc, les caméras, elles enregistrent également des proxys. Donc, les proxys que vous pourrez voir ici, donc cette présentation-là, on va vous l'envoyer. Donc, vous pourrez voir vraiment toutes les résolutions. Mais de toute façon,
toute cette information-là est disponible sur notre site internet. Vous voyez les résolutions de proxy. Pour votre information, on peut avoir les proxys à 9 mégabits ou à 3 mégabits. Nous avons donc 25p ou 50p, donc différentes résolutions qui sont proposées. Donc c'est toujours H264, c'est toujours la 420 à 8 bits. Et donc le wrapper c'est MP4. MP4 c'est le wrapper que vous allez retrouver sur PlayStation, sur les... En fait c'est un wrapper plutôt IT, plutôt qui existe déjà sur le marché. Donc c'est compatible avec tout le logiciel de montage aussi. Hein, c'est pour rassurer, on n'a pas inventé rien de nouveau. Sur les proxys je parle. Alors, une chose importante également à préciser, vous pourrez voir ici, à côté de connectiques que vous connaissez déjà sur tous les beaucoup de caméras broadcast, SDI et HDMI, là nous avons intégré les connectiques Ethernet qui va nous permettre de faire deux choses. La première, nous pouvons faire le transfert des files en FTP. Donc c'est quoi ces files transfert protocole? C'est quoi? J'ai filmé, j'ai fini de filmer, mes clips sont là et là je décide de les envoyer. Transfert FTP. Et quand je décide d'envoyer pendant que je filme, ça s'appelle du streaming. Donc les deux cas sont possibles avec les caméras et comme vous pourrez voir, on peut le faire par Ethernet ou on peut le faire par Wi-Fi également. Les caméscopes, il peut être connecté. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. En plus, si vous avez un téléphone ou une tablette avec les connexions NFC. C'est une petite logo que vous voyez ici. Je vais juste sortir un joli téléphone sans le casser. Alors là, vous voyez ici les petites indications N. Elle va nous permettre quoi? Je approche le téléphone vers ma caméra. J'ai établi les liaisons une fois, parce que je n'ai pas besoin de le refaire à chaque fois. Première fois, j'ai établi les liaisons, j'ai écrit quelle caméra c'est, c'est XW, FS5, etc. Donc, elles apparaissent. Dès que vous allez rapprocher votre téléphone ou votre tablette, tout de suite, on va vous dire, attention, on a besoin de ce logiciel. C'est une petite soft que vous pourrez le télécharger sur Play Memory ou sur iPhone également. Donc c'est une Content Browser Mobile, donc c'est une application qui va nous permettre de faire les monitoring de l'image. Donc je peux voir tout ce qui se passe, tout ce qui est la FS5 film, je peux le voir directement sur mon téléphone ou sur ma tablette. Et je peux également contrôler certaines fonctions comme Zoom, comme le début, la fin d'enregistrement, et c'est très pratique. C'est aussi en Wi-Fi ou seulement en NFC? En fait, NFC, c'est une connectique qui utilise déjà le Wi-Fi. En fait, c'est juste la facilitateur de connexion. Mais on peut utiliser n'importe quelle tablette en Wi-Fi pour avoir une image. En Wi-Fi, on peut aussi, oui. On n'a pas obligé d'avoir un NFC. Non. C'est juste pour dire que quand on a un NFC, c'est beaucoup plus simple, qu'on a juste à rapprocher et tout de suite, on rétablit les liaisons. En Wi-Fi, il faut juste à chaque fois rentrer l'information. Quelle taille d'image on a sur la les tailles de l'image, après ça dépend qu'est-ce que... la définition, je veux dire, c'est une image. Ça, il faut regarder sur Content Browser Mobile qui est envoyé dans les spécifications de l'image qui est acceptée, mais normalement c'est des images en HD. FS7, elle fait ça aussi. Ouais. Alors, vous avez également une autre technologie, comme j'ai déjà parlé, une fonction qui existe déjà sur, on va dire, 90% de nouvelles caméras Sony. On a intégré cette fonction qui s'appelle MI-Show. En fait, c'est une connexion avec les contacts surfaciques qui est là. Donc, on enlève les petites languettes et dedans, vous voyez, il y a les contacts qui apparaissent qui vont vous permettre d'intégrer, par exemple, les récepteurs Sony, les récepteurs HF. Nous allons pouvoir les connecter avec notre caméra et avoir deux avantages. Le premier, on n'a plus de câble XLR, aucune. Les audios, donc les signaux audio, ils passent directement en enregistrement à partir de UWP. Donc UWP, c'est une gamme très complète
des micros HF, des micro-mains, des récepteurs et avec les technologies Diversity à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant à utiliser. Donc le premier avantage, on n'a pas de câble XLR qui court. Et le deuxième avantage, c'est pour le tournage surtout longue durée qui va nous permettre, on n'a pas utilisé les petites piles à l'intérieur d'un récepteur parce que notre récepteur, il est alimenté par les batteries des caméras. Donc du coup, je n'ai pas à me soucier, est-ce que j'ai encore l'énergie dans mon récepteur, est-ce que j'ai encore l'énergie dans ma caméra, etc. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui est assez intéressantes. Avec les technologies MISHO, vous pouvez également utiliser la lampe torche HVLBPC. Donc c'est une petite lampe torche qui va nous permettre, donc torche LED, attention, ça ne chauffe pas, etc. Donc c'est une torche qui va nous permettre d'être pilotée par les caméras. Quand je suis en rec, le torche s'allume. Quand je suis en stop, la torche s'éteint. En plus, vous avez le petit dimmer par rapport à couleur. On peut aller de 3002 jusqu'en 5006 au niveau de couleur d'éclairage, etc. Et après, vous avez adaptateur audio. K2M. Attention, quand vous utilisez cet adaptateur, on n'a pas 4 canaux audio. Hein. Ça reste toujours en 2 canaux audio. Ça, c'est juste. Et si vous avez besoin de 4 canaux audio, c'est FS7 qui a les 4 canaux. Alors, Parce qu'il y a les XLR, il y a les réglages XLR. Oui, mais après, on dit que c'est compatible. Déjà, après, après, c'est chacun, c'est compatible. Si quelqu'un veut l'utiliser pour X raison, il peut le faire. Autre point important, nous avons la possibilité d'utiliser la fonction Follow Focus. Ça veut dire quoi? Je détecte les visages, donc ça c'est ce que je parlais au début de notre présentation, que nous avons certaines fonctions que nous récupérons chez nos amis grand public. Donc le Focus Follow, donc on détecte les visages et on peut, entre guillemets, les caméras, il va le traiter comme priorité, il va le suivre avec. Autre point, nous avons les fonctions qui peuvent être assignées, c'est le rapprochement de l'image pour voir si l'image est nette ou est floue. Ce n'est pas un enregistrement, ce n'est pas une zoom, c'est vraiment l'image qui va directement se rapprocher pour voir. Et ça fonctionne pendant l'enregistrement aussi? Non. Non, 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 je dis, ce n'est pas du zoom, c'est vraiment uniquement. Ça fonctionne pendant l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, mais ça n'enregistre pas. Oui, oui, mais je peux zoomer si exactement. Alors, autre point, les batteries. Vous voyez ici, nous avons différents types de batteries qui sont compatibles, je vais vous les montrer. Vous avez donc les BPU 30, et BPU 60 et BPU 90. Donc là, vous voyez différents types. Donc ça, c'est les BPU 30, ça, c'est une BPU 60, et BPU 90, elle est encore plus large. Donc quand nous sommes avec les BPU 30, nous sommes à 2h10. De tournage. Attention, ce sont des valeurs en tournage. Si vous activez par exemple le streaming, la fonction streaming, et pendant que vous tournez, vous envoyez directement le vidéo, ça va prendre plus de batterie. Donc certaines fonctions vont consommer plus de batterie. Par exemple, l'activation de l'écran plus le viseur, ça va également augmenter, etc. etc. Donc ça, c'est l'enregistrement qui se passe, bon, c'est les valeurs, ce ne sont pas théoriques, mais c'est les valeurs de base. Nous avons deux modèles de FS5. Vous avez FS5 tout court et il y a FS5K. Ici, vous pourrez voir. Je vais poser les batteries. Ça va, il fonctionne. Ah bon, c'est bon, il est là. Et il y a quelqu'un qui a besoin de caméra, donc ça va? Elle est là, ok. Donc, vous avez les packages standards que vous voyez ici. FS5 tout court, vous avez donc le chargeur. Attention, c'est un chargeur qui peut être aussi également adaptateur de secteur pour les caméras. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez ici une petite languette qui va vous permettre de le basculer de DC vers chargeur. Attention, c'est la première fois quand vous allez recevoir, pour charger les batteries, il faut le mettre sur chargeur, sinon la batterie ne va pas charger. Donc ça c'est quelque chose qui est bien à préciser. Donc vous avez une batterie BPU 30 qui est livrée dans le package standard. Vous avez bien sûr l'écran LCD, les poignées rotatives.
Dans les versions K, il y a une optique CELP 1805, donc c'est une optique qui est pilotable par le levier de zoom, et c'est également l'optique au niveau d'ouverture, nous sommes à f4 standard. Donc au début et la fin, donc c'est une f4 qui est constant, qui est sur cette optique. Alors maintenant, on va regarder les grandes différences entre... 4K en bande passante. En bande passante, la qualité de cette optique, elle est bien 4K l'optique. C'est pas que de la qualité HD, je parle de l'optique. Elle est de qualité 4K aussi. C'est une question ou c'est une confirmation? C'est une question. Ah, c'est une question. C'est une optique qui a été créée, c'est une optique qui a été créée pour le package standard de cette caméra. Ouais. Après, chacun juge de qualité optique en essayant. Oui, moi, je peux dire, oui, elle est formidable, elle va aller très très bien. Après, quelqu'un d'autre qui va dire, ah non, moi j'ai besoin de l'ouverture 1.8 et F4, ça ne va pas du tout, c'est trop fermé, non, je parle de la qualité, parce que le 2835 de la FS7, il dit qualité 4K. La bande passante 4K. D'accord. C'est pour ça que je demandais si cette optique, elle est aussi en bande passante 4K. C'est-à-dire si on tourne en 4K, est-ce qu'elle restitue toute la def et tout de... C'est ça que je demande. C'est pas de dire oui, je comprends. Ouais. Après, c'est un objectif qui était... C'est pour la photo. C'était créé pour la photo, c'est un petit zoom. Donc, après, peut-être il y a autres optiques qui peuvent être... Oui, je sais pas, plus qualitatif à voir, c'est vraiment chacun sa... Nous on dit c'est une caractéristique d'optique, et combien cette caméra, on a le capteur 4K, on peut l'utiliser avec également en 4K. Après les qualités, il y a des optiques qui coûtent plus cher que les caméras, et bien évidemment ça donne plus de parce que le 2835 qui est vendu avec la FS7, moi je l'ai comparé 1990 Fujinon au Canon chez Photocinérat, on a comparé sur une mire, il est pas si bon. Oui. Alors qu'il coûte que 2000 €. Oui. Il est moins grand angle, moins longue focale, mais il est en bande passante, il est la def, il y a tout. Bien sûr, bien sûr. Mais après, par exemple, il y a certaines personnes qui vont dire, qui ont, pour être très clair, qui vont rapprocher à cette optique la terme de réactivité qui est moindre que certaines autres optiques. Mais après, il y a certaines autres optiques qui sont à 35 000 €. Donc en fait, c'est ça aussi les questions, avec quoi on fait les comparatifs. Oui, je suis d'accord. C'est à mon avis, pourquoi je ne prononce pas sur est-ce que c'est compatible le 4K? Oui, c'est compatible parce que on a au niveau de capteur, on a le capteur 4K. C'est une optique qui est capable de capter les images en 4K. Elle n'est pas limitée à, comment elle s'appelle? C'est pas une optique SD, on va dire. Mais après, chacun va faire son choix. Alors, les différences PXW FS7 et PXW FS5. Donc, comme j'ai déjà parlé, nous avons deux slots dans les deux cas, sauf que sur FS5, nous avons les slots pour les cartes SD, et ce sont des cartes qu'on sait utiliser SDXC. Ce sont des cartes qui sont déjà disponibles sur le marché. Et les différences, ce que nous pouvons enregistrer un maximum, c'est un long-up. Tandis que quand nous sommes avec les FS7, on peut enregistrer également en intra, et c'est pour ça qu'on utilise des cartes XQD. Donc ce n'est pas les mêmes cartes. Deuxième point de différence, c'est SDI. Nous avons un seul sortie SDI dans le cas de FS5, tandis que FS7, il a deux sorties SDI. Donc par exemple, nous pouvons couler un SDI pour les managers et la deuxième pour les monitoring. Donc ça, c'est un peu plus flexible. Autre point important, c'est l'enregistrement en ralenti à 180 images. Dans le cas de FS7, nous pouvons enregistrer en continu, tandis que la FS5 il est à 240 images limitées à le buffer de 8 secondes. Nous avons les codecs qui ne sont pas les mêmes. Sur FS7, c'est Quad Full HD en 60p en intra ou long up, tandis que quand nous sommes en 4K avec la version FS5, nous avons 30p et c'est XAVC long up, il n'y a pas d'intra. Et c'est 4.2.0. Ce n'est pas 4.2.2 comme le cas de FS7. Nous avons la possibilité d'enregistrer également MPEG-2 HD en 50 mégabits, c'est 4.2.2, 50 mégabits sur la FS7. Et sur la FS5, c'est AVC HD 4.2.0 8 bits. Donc c'est
c'est quelque chose de différent. Nous avons cet accessoire XDCA FS7 que vous voyez ici. C'est un accessoire qui est compatible uniquement avec la FS7. Il ne sera pas compatible avec FS5. Et cet accessoire va nous permettre d'avoir les sorties en 4K en RAW, qui va nous permettre d'avoir le G-Lock, le timecode, également adapter les batteries longue durée en monture V, avoir aussi l'enregistrement en ProRes HD. Juste pour une précision, parce que j'avais pas mal de questions dessus, cette deck d'eau qu'on met à l'arrière de FS7, il n'a pas de carte intégrée dedans. En fait, l'enregistrement il passe par le capteur, dans le processeur, il passe par le dock d'enregistrement. C'est là-bas que les fichiers ProRes 422 qui se forment, et c'est là-bas qu'il va retourner sur nos cartes XQD. C'est pas dans ce deck-là, il n'y a pas d'entrée des cartes, il n'y a pas de cartes supplémentaires à acheter. Tout reste sur les cartes XQD, pour préciser. Et ce deck-là, il n'est pas compatible avec la FS5. Alors, on va regarder d'autres points de différence. Tout d'abord, vous voyez ici les 4K. Donc, au niveau de débit, sur l'enregistrement en interne, sur FS7, nous sommes à 60p à 600 mégabits en XVC intra, tandis qu'à FS5, il va faire 30p, 100 mégabits XAVC longo. Attention, les ralentis en 4K ne sont pas disponibles sur la FS5. Les ralentis en 4K, il est possible avec la FS7. Nous avons l'enregistrement également en RAW, donc vous pourrez voir ici, avec XDCA FS7 en 2K à 240 images. Les ralentis qui sont là. Et quand nous sommes en FS5, on n'a que 240 images ou 120 images en interne. Autre point important, le RAW output, comme j'ai déjà dit, pour le moment, c'est déjà disponible sur FS7 avec XDCA et ce sera disponible dans le futur. On n'a pas aucune date, on n'a pas ni date, ni technologie qui va appliquer. On annonce juste, c'est quelque chose qui va venir et ce sera donc l'enregistrement futur. Autre point important également, c'est les S-Log 2 et 3 qui est disponible sur les deux caméras et les filtres neutres en version variable, il est présent que sur la FS5. Nous avons les cartes qui peuvent être utilisées, il y a les cartes SD dans le cas de FS5 et XQD, attention c'est les séries G. Quand on utilise sur les FS7, c'est les séries G qui est disponible. Nous avons les... ça se voit sur l'ergonomie, le viseur. Donc on n'a pas de viseur sur le côté FS5, il n'y a que sur la FS5. Et nous avons deux SDI, les sorties SDI sur la FS7 et une seule sur la FS5. Donc ça, comme ça, on a fait un petit récap de toutes les différences. Les 2 kg, le corps de caméra dans le cas de FS7 et 800 grammes sur la FS5. C'est pour ça que c'est un caméscope qu'on peut également fixer sur les drones. On peut également les utiliser dans plusieurs rigs, etc. Et il est très léger et très modulable. On peut enlever presque tout. On peut enlever les poignées rotatifs, on peut enlever le grip, on peut enlever l'écran. Donc vraiment alléger au maximum. C'est possible. Vous pourrez voir ici sur l'écran, malheureusement aujourd'hui sur cette présentation, on n'a pas d'FS7 à côté pour faire vraiment la comparatif visuel, mais vous pourrez voir sur ces petites photos le corps de caméscope il ressemble, mais c'est vraiment une version miniature. 4 points à se rappeler sur la FS5. Le premier, design très modulable, les capteurs 4K Super 35 mm qui va vous permettre une grande sensibilité. Les filtres électroniques variables neutres qui va nous permettre de garder faible profondeur de champ mais également réagir progressivement au changement de lumière
et pas par les paliers, comme c'est le cas d'autres types de télescopes. Et enregistrement en super slow motion, donc ça c'est pareil, à 240 images, nous avons des buffers de 8 secondes. Autre point, l'écran OLED pour le contrôle plus précis de nos rushs, de nos vidéos. Les menus directs, comme j'ai déjà dit au début de la présentation, nous avons l'accès aux certaines fonctions de menus. Je vous conseille de les regarder directement sur la caméra. Vous pouvez, avec le petit joystick qui se trouve sur le poignet, accéder et changer certains réglages. Vous avez les courbes S-Log2 et S-Log 3. Vous avez également la fonction qui s'appelle Center Scan Mode. C'est une fonction qui va vous permettre d'optimiser l'utilisation des optiques Super 16, pardon. Donc c'est vraiment, il y a une fonction qui est adaptée pour utiliser les... Je ne comprends pas bien, excusez-moi. Ouais. C'est la fonction qu'il y a par exemple sur la F5 pour doubler la focale de l'objectif ou c'est autre chose? Non, c'est en fait... Ouais, c'est juste pour comprendre, hein, parce que sur la F5, il y a le crop center, ça nous permet de doubler la focale. Mais du coup, on ne peut tourner qu'en HD, pas en 4K. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'explication. Donc le natif, c'est un 4K. Et pour Super 35, on va utiliser le parti central du capteur pour voir. Doubler la focale. C'est pour virer le vignettage de l'objectif. Pour enlever tout ce qui est les vignetages qui est autour. Avec des objectifs 16 alors. Exactement. D'accord. Et si on met des objectifs de tiers de pouce, ça devrait marcher aussi. Oula. Non? Je pense pas. Je sais pas. Je pense, Avec on a des adaptatrice. adaptateurs, pour Oui, il y a les ça, il adaptateurs. existe des adaptateurs. Oui. Après, Non, je sais pas, je demande. on peut, mais c'est peut-être pas vraiment conseillé parce que les objectifs de tir, ils sont faits pour 3 capteurs. Donc c'est... Ouais, mais par exemple, quand on met une F5 sur une grue, on prend votre adaptateur Sony, là, le FZA quelque chose, là, qui vaut 5 000 €, là, puis ça nous permet d'avoir un grand angle sur une grue avec motorisation et tout. Oui, mais c'est vrai qu'on perd un peu de qualité. Hein. On va perdre la qualité. Ah, on perd, ouais, on perd, mais ça... Mais techniquement, c'est possible. Ouais, techniquement, c'est possible. Après, nous, on parle... Pourquoi je parle de cette fonction-là? Parce que c'est une fonction qui va permettre d'utiliser les objectifs 16, Super 16, mais garder quand même une certaine qualité de l'image grâce à ce capteur qui va nous permettre d'utiliser le centre de capteur pour ça. Mais qu'en Full HD. En Full HD. Ok, merci. Et du coup, le clear zoom, c'est ça? Celui qui double la... C'est un zoom électronique, c'est ça? Ah oui, c'est une clear image zoom, c'est une fonction qui va vous permettre d'augmenter la qualité quand on fait le zoom, par exemple sur la X70 ou sur la NX100, cette fonction elle est présente. Et en fait, vous pourrez aller de zoom qui va de 12 jusqu'au 24 et ça va permettre pas uniquement, c'est pas une zoom numérique qui rapproche l'image et du coup nous avons l'étirement entre guillemets de l'image, donc la qualité est moindre. Là non, on recrée les pixels, on détecte les zones à l'intérieur de l'image et on recrée les pixels par rapport à l'image qui est analysée. Du coup, au niveau de qualité, nous sommes supérieur à zoom digital. D'ailleurs, sur les X70 par exemple ou sur la NX100, on peut aller jusqu'au 48 fois, mais là, de 24 jusqu'au 48, on précise bien, attention, ça c'est une zoom numérique, on n'a pas de technologie Clear Image Zoom qui est appliquée sur cette plage. Donc là, ici, par exemple, sur X70, vous avez le zoom optique, zoom avec Clear Image Zoom et le zoom numérique. Et donc concrètement, là, avec cette optique-là, le 1805, on peut aller du 18 au 200... Oui, mais avec les Clear Image Zoom, c'est pas une zoom optique. Attention, c'est vraiment... Oui, bien sûr. Mais on peut aller en continu du 18 au 210 en fait, une fois qu'on active ça ou pas? Je vais vous dire comment il va réagir.
En fait, ça double les valeurs de zoom. Mais on peut pas, du coup, si on l'active, on part pas du 18, on passe directement du 36, c'est ça? C'est ça, parce que oui, ça va pas jusqu'au... Ça commence dès le départ. Il n'est pas automatiquement activé dès qu'on arrive au bout de la focale. Ah, vous voulez dire si ça fait de... Ça va de 18 jusqu'au 200... 205, donc 210. Est-ce que je pense pas, je pense pas. Il faut que je vérifie, je vais regarder précisément comment ça réagit sur... Ça, on peut le voir aujourd'hui. Oui, vous pouvez regarder ça. Je vais regarder, c'est aussi une question que je vais vérifier. On va regarder tout. Alors, donc, et pour terminer, nous avons, comme j'ai déjà dit, la connexion Wi-Fi pour faire le streaming ou le transfert FTP, la multi-interface pour connecter les récepteurs ou les lampes torches. Nous avons également le double slot SD et les connexions connectiques SDI ou HDMI. Aujourd'hui, je voulais vous présenter aussi en exclusivité, nous avons un nouveau produit qui va nous permettre de stocker tous nos rushs, puisque là, avec le 4K, on produit quand même pas mal de contenu. Donc, nous avons sorti 2 produits qui seront disponibles au fin novembre, début décembre sur le marché. En fait, ce sont des disques de 4 Tera ou 6 Tera, tu veux expliquer? Non, je n'explique pas, c'est fin octobre, début novembre. Ah pardon, excusez-moi, c'est fin octobre, début novembre, donc encore plus rapidement que je pensais. Donc à 4 et 6 Tera, l'avantage c'est que nous avons le transfert de fichiers qui sont extrêmement intéressants. Par exemple, vous pouvez à 50 minutes transférer 1 Tera. Vous avez les connectiques qui sont variables, donc vous avez les Thunderbolt et vous avez également les USB 3, 2 Thunderbolt et une USB 3. Comme vous pourrez voir ici, au niveau d'emballage, nous avons aussi des protections, donc on a toutes les possibilités de le mettre dans les endroits un peu hostiles, on va dire, à la production. C'est quelque chose qui peut être transportable, ce n'est pas uniquement qu'on le met dans la boîte de post-prod et il ne bouge pas. C'est vraiment un disque qu'on souhaite que les gens l'utilisent sur le terrain, qu'ils le transportent avec s'il faut. Nous avons les 3 points importants. C'est le premier, on a le transfert des fichiers qui est assez rapide, bien rapide par rapport à technologies qui existent sur le marché. Nous avons également les possibilités d'intégrer autres solutions Sony. Ça veut dire que par exemple, vous avez les lecteurs des cartes SBS, SBAC US30 ou par exemple SBAC UT100 qui peut être connecté avec ce disque. Nous pouvons également, par exemple, si vous avez une caméra d'épaule PMW 400, vous pouvez les connecter avec USB et faire le sauvegarde de vos rushs en quick directement sur ce disque. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Après, nous avons d'autres disques durs externes, mais l'avantage de celui-là, c'est vraiment les possibilités de faire les transferts de très haute vitesse. Vous avez également les résistances au choc, comme vous pourrez voir. Moi, je ne connais pas comment ils s'appellent, ces normes-là, MIL. Donc, vous avez, mais en regardant sur le marché, au niveau de opération et au niveau de transfert, au niveau de quand nous sommes en transfert, en opération ou quand le disque il est non utilisé, les valeurs sont quand même bien élevées. Hein. Vous pourrez regarder sur internet les comparatifs avec d'autres types de ce disque. Attention, c'est pas SSD, hein. Ça c'est quelque chose de précisé, mais c'est assez intéressant. Autre point important, pourquoi je le présente aujourd'hui, parce qu'on les considère comme produits professionnels,
parce que nous avons 3 ans de garantie qui est inclus dans les prix de ce produit. Et du coup, vous avez les possibilités de faire les analyses de contenu. Merci Anna pour toutes tes explications très didactiques. Et chers clients, je vous remercie également de votre attention sur ce poste. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Preview, preview. Preview, preview. Preview, preview. Preview, preview.